consultante et chef de projet pour le compte du SICFA. Mesdames et messieurs, je vous laisse la parole pour votre présentation. Yorana Tatato Pauroae. Alors, j'aurais aimé attendre Teddy Terré, qui est notre président, pour amorcer cette discussion, cet échange. Donc, je me présente, Maire Matairi, directeur du SICFA, donc le syndicat intercommunal pour la gestion de la fourrière animale, qui regroupe les deux communes de Paia et de Punavia. Donc c'est un syndicat récent qui a été créé en 2012 et la construction de la fourrière a duré un peu de temps. Et donc c'est qu'en septembre 2022 qu'on a ouvert les portes de notre fourrière animale. Alors c'est une fourrière originale parce qu'on a adopté un point de vue original pour gérer la problématique de nos animaux domestiques qui impactent tous les quartiers polynésiens, toutes les îles. Je vais juste vous donner des éléments et ça va certainement faire écho à ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez dans vos quartiers. Pour votre information, plus de la moitié en fait, des accidents de deux roues sont dus à la divagation de chiens. Donc c'est énorme. Il y a des morsures toutes les semaines dans chaque commune, dans chaque district. Et il y a à peu près une quinzaine à vingtaine d'interventions importantes dues à des morsures graves de la part des animaux. Et je vous rappelle les tristes épisodes. Alors, il y en a eu un récemment à Uturua, où c'est un SDF qui est décédé suite à des morsures de chiens. Mais il y a aussi cette vieille dame à Pil'e, il y a quelques années, et ce bébé à Tumara, qui est aussi décédé suite à des morsures de chiens. Donc c'est quand même un sujet important qu'on minore beaucoup. Et sans parler de la divagation et de tout ce que ça génère, c'est-à-dire les nuisances sonores, les déjections canines, et les conflits de voisinage, donc le stress dans les quartiers dû aux aboiements intempestifs. Donc voilà, et ça en fait, souvent quand c'est traité, c'est souvent le problème c'est un problème qui vient des chiens, alors que notre point de vue, c'est que le problème vient de nos foyers. On avait une manière de gérer des chiens qu'on ne peut plus appliquer aujourd'hui, surtout dans les communes urbaines, où là, on ne peut plus se permettre en fait, de laisser les chiens divaguer, parce que ça génère trop de problématiques dans nos quartiers. Il y a eu aussi un épisode à Punavia où ils en sont venus au coupe-coupe pour des aboiements intempestifs. Donc, et je pense que dans tous nos quartiers, on connaît tous ces aboiements et ces problématiques. Et donc les communes, en fait, souvent par obligation, mettent en place des fourrières. Alors certaines ont depuis très longtemps mis en place des dispositifs, comme à la commune de Papeete, où la fourrière existe depuis plus de 20 ans. Avec au début un partenariat avec une association de protection animale. Maintenant elle se gère sans association. La commune d'Aroué qui fonctionne assez bien avec une petite fourrière bien organisée, très peu coûteuse d'un point de vue du coût de fonctionnement, donc un modèle très intéressant. Et il y a la commune de Faa qui vient récemment de fermer ses portes suite à un recours des associations de protection animale. Alors je vous raconte tout ça parce que tout ça est lié en fait. Et donc le SICFA depuis beaucoup plus récemment. Et les communes sinon, par obligation, aujourd'hui préfèrent contracter avec des prestataires privés pour pouvoir gérer leurs problématiques. Alors comme pour tout en Polynésie, ce qui pose problème aussi, c'est le millefeuille des réglementations, puisque pour gérer cette problématique, il y a une partie du code rural qui a été rendue applicable en Polynésie française. Ensuite, il y a des délibérations des lois de pays et en dernier lieu, des arrêtés municipaux. Et tout ça, ça s'enchevêtre avec beaucoup de difficultés. Alors, pour ce qui est des réglementations, il y a des choses, notamment venues de métropole, qui sont inapplicables ici, parce qu'on n'a pas la même organisation, on n'a pas des vétérinaires à tous les coins d'île. Et pour ce qui concerne les réglementations applicables, elles ne sont pas appliquées.
Donc quand les administrés en fait rencontrent des problèmes dus à la divulgation animale ou dus à des morsures, ben, ils sont souvent désarmés par rapport à la réponse des services publics. Alors maintenant, on a quelques exemples de fourrière animale qui fonctionnent plutôt assez bien. Et après, la plupart des communes en fait, espèrent traiter le problème en ramassant un maximum de chiens dans les rues et en les euthanasiant. Ce n'est pas notre point de vue. Parce que en fait, ça coûte cher en fait, d'euthanasier un animal. C'est pas très productif si derrière en fait, on ne fait pas de stérilisation massive dans nos quartiers, parce que là, il y a besoin de stérilisation massive. Donc quand Virginie Bruyan a créé le portefeuille de la condition animale, quand elle était encore ministre de l'ancien gouvernement, ben c'est une première amorce pour montrer une voie intéressante pour traiter la problématique. Aujourd'hui, les communes, comme je vous le disais, ramassent, euthanasie. Très peu de stérilisation. Il faut savoir que les chiennes ont 2 à 3 portées par an, entre 10 et 15 chiots par portée. Ça va très vite. Donc ça ne résout rien en fait. Et donc ce sont des arguments économiques qui m'ont permis de convaincre les élus d'aller vers une autre solution, puisque la réglementation nous l'autorise. Alors en tant que fourrière, notre première mission, c'est d'accueillir les chiens qui ont été capturés. Alors nous ne procédons pas aux captures, c'est un prestataire qui est payé via un marché public par la commune de Punavia et via des bons de commande ponctuels par la commune de Paea, donc qui nous amène les chiens. Et donc nous on est parti sur le choix de l'adoption. On a un délai réglementaire de 8 jours francs ouvrés pour retrouver les propriétaires d'animaux. Alors ça aussi c'est un autre sujet où je vais attirer votre attention. Et passer ce délai réglementaire de 8 jours francs ouvrés, ce qui correspond en gros à 10-11 jours, puisqu'on ne compte pas les jours fériés, le premier jour, le dernier jour, les samedis et les dimanches, le chien nous appartient et on en fait ce qu'on veut. Donc, ce qui se passe dans la plupart des communes, c'est qu'ils euthanasient directement. Mais comme en métropole, on ne fait pas mieux, on ne fait pas moins bien. Donc ces chiens-là sont euthanasiés puis incinérés. Et donc, ça coûte extrêmement cher. Donc j'ai réussi à faire changer le point de vue des élus en amenant des éléments chiffrés, puisque un chien coûte très peu cher en fait, à l'entretien. Le coût en croquette, il est dérisoire. Les soins peuvent paraître coûteux à certains moments quand ils ont des gros problèmes de santé. Mais ce qui coûte cher dans notre structure, ce sont nos salaires en fait. Donc tant qu'on peut garder les chiens en vie et qu'on peut les faire adopter, on le fait. Parce que ça coûte très peu cher de les garder en vie. C'est important parce que ce que je vous disais tantôt sur le fait que la condition animale était de plus en plus un sujet d'actualité, les associations de protection animale, mais pas que, un tas de gens, de personnalités poussent à faire évoluer la réglementation. Et on le voit en métropole et même dans d'autres pays européens, on est en train d'aller vers davantage de prise en compte en fait, de la condition animale dans les politiques publiques. Et donc nous on anticipe en fait l'arrivée de cette nouvelle façon de voir les choses. Et donc dès l'année dernière, on a intégré dans les statuts du syndicat intercommunal, du SICFA, les concepts du bien-être animal, qu'on s'est appliqué à nous-mêmes dès qu'on a ouvert en fait les portes de notre fourrière, dans les procédures, dans les fiches de poste, dans les contrats de travail. On rappelle en fait, à juste titre, le code pénal, pour éviter que nos agents en fait, maltraitent les animaux qu'on est censé héberger. Alors ces mesures-là en fait, sont tout de suite adoptées parce que nos agents ont tout de suite compris qu'en veillant et en étant bienveillants avec les chiens qu'on héberge, il n'y avait aucun risque de morsure. Nous n'avons aucun équipement de sécurité pour nous protéger. On n'en a pas besoin en fait. Alors ça c'est une autre leçon. Je vous invite à venir nous rendre visite à notre fourrière, vous allez voir, vous allez être étonnés du calme qu'il y règne. Alors que dans nos quartiers où on habite, on peut avoir des aboiements intempestifs toute l'année. Il suffit juste de s'en occuper, en fait, de les abriter, de les nourrir, de les abreuver, et puis de jouer avec eux. Voilà. Donc c'est un autre concept. Alors, mes collègues des autres fourrières se moquent un peu de nous en disant qu'on est un petit peu gentil avec nos chiens. En fait, la différence entre eux et nous, c'est que nous respectons la réglementation, parce que les chiens aussi ont des droits maintenant.
Voilà. Et nous, on en tient compte. Donc, ce qu'on est en train d'imaginer là, en fait, c'est juste une structure respectueuse en fait, des lois et des règlements. C'est juste ça. Après, on apporte des petits plus, c'est-à-dire que discuter tous les jours avec les chiens, les caresser, ben, en fait, ça concourt à leur bien-être, mais ça concourt aussi à éviter les risques de morsure. Et ça concourt à ce qu'on les resociabilise. Parce que ces chiens qui viennent des rues, en fait, sont hyper créatifs. Et donc, nous, si on veut réussir les adoptions, on a un intérêt, en fait, à bien s'occuper d'eux, à les resociabiliser de façon à ce que les familles qui vont les adopter ben, puissent éviter en fait, d'avoir des problématiques avec eux. Voilà. Je vais peut-être laisser la parole à Teddy, notre président, pour qu'il se présente. Et puis je reviendrai sur tous les sujets que j'ai évoqués. Et puis si vous voulez poser des questions, on y répondra avec bonheur. Yorana à tous. Voilà, donc je me présente, Teddy Tehei, président du SICFA depuis janvier de cette année. Donc je suis un élu de la commune de Paia. Et comme vous savez, la commune de Paia et Punavia ont mis en place ce SICFA pour traiter la problématique des chiens errants et divagants dans les communes respectives, dans nos communes respectives. Voilà. Alors tout ça, pourquoi ? Parce que le maire est responsable en cas de morsure, en cas d'accident provoqué par un animal au sein de sa commune. Donc, nous avons donc décidé, la Punavia et Paia, à mettre en place ce SICFA, cette fourrière, pour recueillir les chiens errants et divagants. Et par ailleurs, les chiens dangereux. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Alors, c'est une structure qui a coûté beaucoup d'argent aux deux communes. Alors, je ne sais pas si Materi a abordé ce sujet-là, parce qu'au final, la structure a coûté un peu plus de 100 millions, il me semble, alors que c'était prévu une cinquantaine de millions au départ, et au final, on est arrivé au double. Alors tout ça, il y a des explications. C'est la première fois qu'on crée une véritable fourrière en Polynésie. Il faut dire aussi que la réglementation n'était pas à jour par rapport à ce type de structure ici en Polynésie. Voilà, donc tout ça a fait que ça a traîné pendant 10 ans. Et bon, on est heureux quand même aujourd'hui que le SICFA ait été ouvert en 2022, fin 2022. Alors ce qu'on peut dire, c'est que du fait du coût de ce SICFA, je ne peux pas vous cacher qu'au niveau des deux conseils municipaux, aussi bien de Paia que de Punavia, à chaque fois qu'on parle du SICFA, ça grince un peu des dents. Parce que vu le coût que ça a généré, et vu le coût de fonctionnement aussi que ça génère aujourd'hui. Donc il ne faut pas se cacher. Une structure comme le SICFA, comme une fourrière, ça coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. Et il faut saluer le courage des communes qui se sont lancées dans ce type d'infrastructure. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Maruru. Alors, pour résumer, on a deux communes, membres, Paia Punavia, qui s'occupent de la capture. Le SICFA héberge les chiens, accueille les chiens qui ont été capturés sur la voie publique ou parce qu'ils ont mordu des personnes. Et donc, on a une période pour retrouver les propriétaires d'animaux. Alors, comment on fait en Polynésie, alors que c'est obligatoire et que quasiment aucun de nos chiens ne dispose d'une puce d'identification ou d'un tatouage? Depuis qu'on a ouvert, septembre 2022, on a eu un chien qui disposait d'une puce. Et malgré tout, on n'avait pas le nom du propriétaire. Parce que dans la structuration de la gestion de cette problématique, c'est une association de vétérinaires, pas l'ordre des vétérinaires qui vient d'être créé récemment, mais c'est une association à qui le pays a confié cette tâche de gérer le fichier, puisque c'est une compétence du pays, le fichier en fait, des chiens identifiés.
Alors c'est hyper artisanal en fait, hein. Les vétérinaires, quand vous allez faire identifier votre animal, que ce soit un chat ou un chien, renseignent un carnet à souche. Et quand ils ont le temps, ils envoient ce carnet à souche à cette association. Et quand eux ont le temps, ils renseignent un tableau Excel. Voilà comment ça fonctionne. Donc le seul chien qu'on a eu, ça a été compliqué de trouver le propriétaire du chien. On a appelé tous les vétérinaires de Polynésie française. Voilà, parce que nous, on tient vraiment à ramener les chiens chez eux. Et donc c'est pour ça qu'on est heureux de vous exposer, en fait, de vous présenter le SICFA, parce que c'est important que vous soyez sensibilisés sur toutes les problématiques que nous on rencontre alors qu'on est au bout de la chaîne, hein. La fourrière, en fait, c'est le fin du fin. Si en amont, on n'informe pas les gens, si on ne les sensibilise pas, s'il n'y a pas de mesures répressives, alors je vous dis ça parce qu'on ne le fait pas en vrai, hein. Si on ne gère pas les problématiques de voisinage, en fait, ils atterrissent chez nous. Et c'est pour ça qu'on a pris le parti d'anticiper, en fait, et de remonter la chaîne pour aller au cœur des quartiers. Donc, pour en venir à l'identification, alors je vous montre cette page Facebook. On a aussi un compte TikTok. C'est aussi une stratégie originale qu'on a développée au sein de notre structure. Je crois qu'on est la seule fourrière française à le faire. Donc, on a toute une stratégie de communication et de marketing. Et on a créé une communauté qui nous suit de façon très régulière et avec qui on échange. Alors c'est tout le temps, c'est tous les jours, hein. Et donc grâce à cette communauté, on arrive à avoir beaucoup d'informations sur les chiens qui sont chez nous. Et c'est comme ça qu'on retrouve les propriétaires qui sont heureux la plupart du temps de retrouver leur chien qui s'est enfui, qui a été des fois capturé, qui a été volé. Et en termes de chiffres, de tous les chiens qu'on a accueillis chez nous, c'est 30% de chiens qu'on restitue à leurs propriétaires. Et donc on a des scènes hyper émouvantes, hein, quand les propriétaires retrouvent leurs chiens et vice-versa, quand les chiens retrouvent leurs propriétaires. Et s'agissant de l'adoption, on est au-delà de 35% de taux d'adoption. Voilà. Et pour le dernier petit tiers qui reste, en fait, il y a une partie des chiens qui sont en attente d'adoption et une petite partie est euthanasiée. Alors, euthanasiée pour des raisons souvent médicales. Voilà, donc on a un vétérinaire avec lequel on a une convention. On a beaucoup d'échanges entre nous pour décider ou pas d'euthanasier un chien. Et rarement, puisqu'on dispose que de 20 box, hein, pour nos chiens, on euthanasie des chiens par manque de place. Voilà. À titre de comparaison, sur la commune de Papeete, leur taux adoption, restitution à leur propriétaire confondu, c'est 2%. Nous, on est à plus de 75%. Donc juste en changeant en fait la manière de voir les choses, eh ben, on arrive en fait à faire des choses vraiment intéressantes. Hein, et le fait de le faire, ben, ça revient moins cher en fait. J'avais chiffré au début, mais ça a un peu évolué parce qu'on accueille beaucoup plus de chiens maintenant qu'en fin 2022. Le coût en croquette, hein, le coût de nourrissage d'un chien en croquette, donc pour 45 jours, ça correspondait à une euthanasie. Alors, si on ajoute derrière le coût d'incinération, on arrive à 2 mois. Donc j'ai convaincu mes élus comme ça en disant laissez-moi mes chiens quelque temps, j'ai fait adopter, ça reviendra moins cher à la structure. Aujourd'hui, on est capable vraiment de garder les chiens plusieurs mois, tant qu'on peut les garder en vie. Parce que derrière, alors ça c'est aussi un effet bénéfique pour les deux communes, les fourrières ne sont pas bien vues. Quand on a ouvert nos portes, on a fait l'objet de critiques sur les réseaux sociaux, on nous a traités de tueurs, de couloirs de la mort, de nazis, voilà, qu'on a accueillis hein, parce qu'on savait que les fourrières n'avaient pas une bonne image. Maintenant, on dispose d'une image vraiment, d'une bonne image en fait de la part de la communauté des gens en fait qui aiment les animaux. Alors ça, c'est quelque chose d'assez important. Là, on essaye en fait de travailler avec tous les acteurs de la condition animale, voilà, avec pour objectif d'avoir un meilleur cadre de vie dans nos quartiers en fait. C'est pas juste la condition animale, hein, c'est la condition animale parce que ça conditionne la vie dans nos quartiers. Je vais laisser Moetia évoquer la partie, continuer sur la partie communication, parce qu'elle gère ça aussi en partie avec Candy, qui est là-bas au fond, qui est notre chargée de mission et qu'on a recruté pour ses qualités justement en communication. Donc c'est elle qui gère vraiment toute la partie réseaux sociaux.
Et je vais la laisser aussi continuer sur la partie éducation qu'on va entamer en fait à la prochaine rentrée scolaire. Parce que ça fait partie aussi des leviers qu'on va mettre en œuvre, nous, au niveau de notre fourrière. C'est pour ça que je vous dis qu'on est une fourrière originale. Hein. Aucune fourrière en France ne va dans les quartiers pour faire de l'information, aucune fourrière ne va dans les écoles. Voilà. Nous, on va le faire parce que rien ne nous empêche de le faire. Donc, Motia, je te laisse la parole. Yorana, je suis Moïtia Taputouar Ey, je suis consultante pour le SIGFA. Je me suis retrouvée embarquée dans cette aventure et j'insiste sur embarquer, puisqu'à l'époque, avec Mater-I, on accompagnait simplement la structure pour pouvoir lever toutes les réserves, lui permettant d'ouvrir enfin ses portes. Ça a été un travail long et fastidieux. Et j'insiste sur ce point-là parce qu'à l'époque, on s'était dit, dès que les premiers chiens arrivent, on s'en va. On ne peut pas rester, on aime trop les chiens. Et puis finalement, on s'est dit, ben non, il y a tout à faire, il y a tout à construire. Donc il y avait des procédures à mettre en place, les statuts peut-être à changer un petit peu, les élus à convaincre, et on a décidé de rester. Je pense qu'il faut des gens qui aiment les chiens pour travailler dans ce genre de structure finalement, de façon cohérente bien sûr avec la réglementation, et mettre des stratégies en place. Au niveau de la communication, sur le tout début de l'ouverture du SIGFA, on avait déjà opté pour être dans quelque chose de très bienveillant et très positif, parce qu'on avait déjà la notion de créer cette communauté qui pouvait nous accompagner et nous aider. Donc ce n'était pas juste de l'image, ce n'est pas que de l'apparence. Derrière, il y a vraiment de vraies intentions, de vraies valeurs, et je pense que c'est ça qui a fini par convaincre les gens. Donc ça a été la première bataille du SIGFA au niveau du travail vis-à-vis de la population, on va dire. La première année d'ouverture, on a beaucoup travaillé sur la communication vis-à-vis de la population et des administrés. Et là, maintenant, on est plus ou moins prêt, on pousse les murs, comme dit Mater-I, il aime bien dire ça, et on a décidé d'aller dans les écoles. Alors pourquoi les écoles? Parce qu'on sait tous que nos enfants portent l'avenir. Moi, je viens de ce système-là, je viens d'éducation. Au départ, c'est ma formation. Et j'ai mis en place, j'ai été accompagnée pour mettre en place les éco-délégués. Et donc, c'est le programme dont on veut s'inspirer pour mettre en place au sein des écoles nos délégués qui vont être responsables de la cause animale. Donc, on est en train de chercher un nom un petit peu sexy pour rendre le programme intéressant au niveau des écoles. Donc, à la prochaine rentrée scolaire, on a déjà trouvé une école pilote, une classe pilote, et on a la chance d'avoir une élue du SIGFA, Madame Tania Manea, qui nous accompagne dans cette démarche et qui est professeure des écoles. Voilà. L'idée, c'est quoi? C'est de commencer à petite échelle au niveau de la commune de Punavia, avec une seule école. Bien entendu, de répercuter ça à la rentrée suivante avec peut-être la commune de Paea. Et on espère que le projet soit tellement intéressant qu'à un moment, la DG2E se dise « Waouh, finalement, on va récupérer ce projet-là et on va faire ça bien comme il faut, ça va être notre projet à nous. » Voilà, c'est notre intention pour que ça ait ensuite une résonance au niveau de la Polynésie entière. Donc on va aller dans les écoles, on va parler de chiens à nos enfants, de leurs problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. On s'est rendu compte en étant présent sur beaucoup d'événements qu'en fait les enfants, ils ont des a priori. Ils ont besoin, comme les adultes, qu'on leur explique les bases de la bientraitance. Donc, juste nourrir son chien, le mettre à l'abri, le traiter correctement, s'assurer que s'il est malade ou s'il est blessé, on le soigne. Voilà, vraiment les bases. On a certains clubs canin qui nous accompagnent également dans ce projet-là. Donc, on imagine des immersions des enfants. Vous avez un exemple des superbes affiches que Candy réalise pour le SIGFA, qu'on met un petit peu partout. Et ça marche plutôt bien puisqu'on a en moyenne 1 à 2 adoptions par semaine. Voilà. Donc ça, c'était pour le projet éducation. De quoi tu voulais que je parle encore? Voilà, vous voyez ce genre de publication. Alors on s'est inspiré de ce qui existait déjà ailleurs dans le monde. Il y avait une photographe à New York, en fait, et ça m'avait marqué. Alors c'était il y a plus de 10 ans. Qui avait aidé à adopter des pitbulls, parce qu'à l'époque, c'était comme chez nous, c'était un chien à la mode. Et ensuite, il y a eu des réglementations sur les chiens de catégorie, comme ici. Et donc, il y a eu un tas d'abandons parce que les gens ne voulaient plus gérer leurs pitbulls. Et donc, elle avait pris des clichés comme ça et ça avait favorisé en fait des adoptions. Donc voilà, on ne le fait pas juste parce que c'est joli, c'est parce que ça fonctionne en fait. Voilà. Et dans la publication, alors ici, c'est
on présente un chien. Alors ce qu'on fait beaucoup aussi, c'est du storytelling en fait, et on raconte vraiment les chiens parce qu'on les connaît. Alors Moetia et Candy, qui est juste derrière, en fait, passent du temps avec les chiens. Et ça permet de raconter l'histoire des chiens. C'est pour ça qu'on a des bons taux d'adoption aussi, parce que ce qu'on raconte sur les chiens, ça correspond vraiment à leur caractère. Et c'est aussi parce que derrière, on fait adopter les chiens, donc on a besoin de savoir si le chien va être adapté à la famille qui va l'accueillir. Hein, on ne va pas prendre un chien hyper dynamique et le faire adopter par une mamie, parce que ça va pas bien se passer. Notre objectif, c'est que l'adoption soit réussie. Alors, la plupart du temps, ça fonctionne, et rarement, il y a des échecs. On en a eu un récemment hier, parce qu'en fait, on a dû... en fait, il y a une dame qui avait adopté un de nos chiens, qui l'a fait euthanasier parce qu'elle ne voulait plus s'en occuper. Alors c'est dur à entendre, mais voilà, elle est propriétaire du chien, donc elle a le droit de le faire. Mais c'est dommage parce que derrière, il y a eu tellement d'efforts de fait pour que l'adoption se fasse. Bon, c'est anecdotique, la plupart du temps, mais c'est plutôt réussi. Toujours sur la stratégie de communication, donc on a aussi un compte TikTok où là, on est sur un autre registre. Donc en fonction des outils en fait, de communication, on varie en fait, nos stratégies. Donc sur TikTok, là, vous connaissez un peu le format, donc c'est de la vidéo, c'est être un peu plus vivant. Et donc ça permet aussi de toucher d'autres cibles et de toucher d'autres, on va dire, d'autres thématiques hein, que ce qu'on met sur notre page Facebook. Alors on met très peu d'informations institutionnelles hein, sur cette page-là. On a prévu de mettre en ligne un site web où là on aura toutes les informations vraiment institutionnelles. Mais on adapte aussi nos stratégies du SICFA aux outils en fait, de communication. Voilà. Et ensuite, on a des super commentaires. Alors, juste pour en venir sur notre page Facebook, au début, donc, on s'est fait insulter. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste invité les gens à venir nous rencontrer. Hein, pour les convaincre de la sincérité, en fait. Hein, parce que les associations de protection animale doutaient de notre sincérité et pensaient vraiment que derrière, en fait, c'était que du marketing de façade. Hein. Et donc, à partir du moment où elles ont commencé à venir nous rendre visite, elles se sont rendues compte qu'on était sincères hein, dans nos intentions. Et aujourd'hui, on n'a quasiment plus besoin hein, de faire la tempérance sur nos réseaux sociaux parce que ce sont les gens qui ont compris ce qu'on faisait, qui défendent en fait notre communication. Voilà. Donc, mais ça prend du temps. Hein. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire sur le sujet? Vous avez des questions peut-être? Oui. Merci, monsieur. Bonjour, Moetia. Bonjour. Je voudrais vous demander ce que vous faites des chiens qui vous sont remis et qui ont mordu déjà des personnes. C'est une question très intéressante. On en a reçu, et pas qu'un. Alors en fait, dans la procédure juridique, quand un chien mord une personne, il y a nécessité d'un dépôt de plainte. Donc, auprès de la gendarmerie et de la commune de résidence. Et ensuite, le chien est récupéré et fait l'objet d'une évaluation comportementale par un vétérinaire, qui a un agrément du Haut-Saria. Et en fonction de l'avis du vétérinaire, le maire prend la décision ou pas de faire euthanasier le chien. Donc ça, c'est ce que disent les textes. Dans la réalité, les chiens qu'on a reçus qui ont mordu des personnes, en fait, n'ont pas fait l'objet de plainte. Il y a eu des signalements à la police municipale. Donc ça, c'est le cas hein, de notre structure. Et donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a essayé de comprendre dans quel contexte... Alors, c'est vraiment intéressant, cette question. Dans quel contexte les chiens ont été amenés à mordre des personnes. Et on a aussi évalué, nous, avec notre expérience, le comportement des chiens. Et donc, passé quelques temps, on s'est rendu compte que les chiens, en fait, n'étaient pas du tout agressifs. Et on avait compris les contextes, parce qu'on a enquêté sur le terrain. En fait, les chiens ne mordent pas parce qu'ils sont méchants de nature. La majeure partie des chiens, en fait, sont tout à fait normaux. Et ils peuvent, par contre, être stressés dans certaines conditions. Et c'est le cas la plupart du temps. Alors, surtout dans nos chemins, hein, qui sont assez exigus. En fait, quand on rencontre un chien dans un chemin, si le chien n'a pas de point de fuite, il stresse. Et donc, quand on va rentrer en interaction, plus on s'approche du chien, et plus il va être stressé. Alors, certains vont réagir en fuyant, d'autres en grognant, et d'autres encore en mordant.
C'est pour ça que nos enfants sont tout le temps mordus dans les chemins, c'est parce qu'en fait, ils sont dans des situations qui les stressent. Et donc pour les chiens qu'on a reçus chez nous, en fait, on s'est rendu compte qu'ils ont mordu pour des raisons. Alors, il y avait une chienne une fois qui avait mordu parce qu'elle avait des chiots et que des étudiants d'université en fait avaient interagi avec les chiots. Voilà. Et donc, la mère des chiots a défendu en fait ces chiots. Et nous, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de raison d'euthanasier. Et comme il n'y avait pas eu de dépôt de plainte, donc nous, on a juste fait l'évaluation avec notre vétérinaire et on a fait adopter les chiens qui ont mordu. Donc, même des chiens qui ont mordu, on peut les faire adopter dans des familles qui vont bien s'en occuper. Et ils ne vont pas représenter de risque particulier, à part s'ils sont dans des conditions qui les ramènent à être stressés. Donc ça, c'est une grande leçon pour nous. Parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est parce qu'on ne connaît pas bien le comportement des chiens. C'est vraiment une question centrale. Et on s'en est rendu compte parce que nous, c'est des métiers qu'on a découverts. Moi, je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé notamment avec Mariana Bambry, j'ai construit des logements sociaux, mais j'ai été aussi directeur de services techniques. C'est un nouveau métier que j'apprends. Et on s'est formé avec notamment M. Franck Duranto, qui gère la fourrière animale d'Aloué. C'est pour ça qu'on la prend souvent pour exemple, parce que c'est un bon exemple de fourrière qui fonctionne bien. On a été formé par d'autres éducateurs canins. Et en ayant une meilleure connaissance des chiens, on s'est rendu compte qu'on peut mieux les appréhender. Et c'est pour ça qu'on va aller dans les écoles. Parce qu'on ne va pas leur parler de la fourrière, du fonctionnement administratif, ça ne va pas intéresser les enfants. On va leur donner des outils pour qu'ils aient une meilleure approche des chiens dans leur quartier, en fait. Pour qu'ils évitent les mauvaises interactions. Voilà. Et il y a des informations comme ça, les chiens sont territoriaux. Donc si on les remet dans leur propriété, c'est aussi pour ça que c'est important de travailler sur chaque foyer, mais ils ne vont plus être dans les chemins. S'ils ne sont plus dans les chemins, il y aura beaucoup moins d'interactions. Et si nos gamins ont ces outils-là de compréhension des mimiques des chiens, c'est tout simple. Moi, je ne le savais pas avant. Le chien qui se donne des coups de langue, qui tourne la tête, c'est qu'il est stressé. Donc, quand on insiste, on va provoquer en fait l'agression du chien ou la morsure du chien. Donc, c'est important pour nous qu'on aille dans les écoles. Pour éviter, alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que notre objectif, alors c'est complètement antinomique avec ce qu'est une fourrière, mais les élus sont d'accord, c'est de ne plus avoir de chiens dans notre fourrière. C'est un concept, mais si on ne veut plus avoir de chiens, il faut éviter que les chiens mordent ou soient dans la rue, en fait. Et pour éviter qu'ils ne mordent, il faut donner des outils aux gens, et on va commencer par les enfants. Donc on l'évoquait tout à l'heure avec Mayana, il y a eu plein de programmes qu'on a connus depuis qu'on est tout petit. Moi j'ai parlé du brossage de dents, ça nous a tous marqués, de toutes les campagnes de sensibilisation sur la gestion de nos déchets, sur les programmes de santé. Ça a fonctionné, ça nous a tous marqués. Et nos sociétés ont bien évolué grâce à toutes ces campagnes-là. Donc il faut qu'on le fasse aussi pour les chiens. Et c'est pour ça que le programme qu'on va lancer dans les écoles, on espère vraiment que ça prenne, parce que derrière, il y a un vrai enjeu dans nos quartiers. Voilà, tout simplement. Alors il y avait une autre question ici. Ah, oui, il y a également Maëva et Alain. Maëva également. Oui, bonjour au SICFA, aux représentants du SICFA. Là, je suis Alain Thury, donc désigné pour la cause animale au CESEC. Ce que je voulais vous dire, déjà, félicitations pour cette initiative originale de cette fourrière, parce que jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu ça. Donc j'ai constaté déjà le travail sur le terrain du personnel. Là, donc, franchement, c'est vraiment très positif, il n'y a pas de problème. Donc je veux dire, pour les morsures, souvent, les gens ils disent « Ah, le chien est mordeur », mais parce qu'ils ont voulu intervenir sur une bagarre de chiens. Alors là, c'est ça qui est... Bon, et souvent, c'est que les personnes « Ah, oui, c'est un chien, il m'a mordu », mais il fallait pas mettre la main, quoi. Aussi, quand les chiens ils se battent, il faut prendre des précautions, quoi. Donc, bien sûr, il y a des... Et puis, aussi, les effets de meute. Parce que quand il y a plusieurs des chiens dans les quartiers qui sont 4, 5, 6, quand... il y en a un qui commence à s'énerver, donc tous les autres suivent, et là c'est dangereux par contre, là, donc pour les personnes, ne serait-ce que pour le fameux, ceux qui font la course à pied dans les sentiers, là il faut qu'ils fassent vraiment très attention quand même, parce que là il faut, bon, il y a des comment dire, des préventions à faire là-dessus, c'est bon que vous faites très bien également.
Ce que je voulais dire, donc, bon, je voulais savoir exactement. Donc là, je pense que vous avez au SICFA une trentaine de cages, enfin, d'enclos, c'est ça, à peu près? Vingtaine, 20. 20? Oui, bon, c'est un peu juste, quoi. Enfin, c'est toujours plein, quoi, en fin de compte, hein. Et donc, est-ce que vous avez, bon, certainement, bon, le fonctionnement du SICFA repose sur les deux communes, Papeete et Paia, je pense. Est-ce que vous avez des subventions du pays? Non, Punavia Paea. Bah, c'est bien dommage, quoi. Vous avez demandé déjà ou vous avez pris des... Alors, en fait, comme nous sommes un syndicat intercommunal, nous dépendons uniquement des communes qui contribuent à financer notre structure. Par contre, rien ne nous empêche de demander des subventions, mais en termes d'investissement. Donc ça a été le cas pour la construction de notre structure, puisque le SICFA a bénéficié d'une subvention du Fonds intercommunal de péréquation, du FIP. Voilà. Mais à part ces recettes-là, on ne peut pas bénéficier de subventions du pays. Oui, sauf à changer de structure juridique. Voilà. C'est sûr qu'il est préférable pour vous de faire adopter un chien que de le garder. Enfin voilà, ça c'est un coût quand même. Déjà, c'est bien de pouvoir le garder le plus longtemps possible et préférer une adoption, ça, parce que nous on est la suite. Là, je suis trésorier de la SPAP, là, donc on vient souvent faire adopter les chiens à la sortie du SICFA, là. Donc, et notre mission, donc, c'est après de faire un suivi, en fin de compte, de l'adoption du chien, quoi, qui sort du SICFA. Donc, on le fait, nous, on prend comme les personnes qui adoptent, donc, ont la gratuité des soins qui ont été faits précédemment au SICFA. Donc, nous, on les accompagne sur la stérilisation. C'est nous qui sommes chargés, une fois qu'on a fait l'adoption, donc de suivre la personne, l'adoption, pour qu'il fasse l'adoption et l'identification du chien. Ça, c'est bien d'accord. Ça, c'est bien rodé. Vous avez déjà connaissez les bénévoles qui viennent vous voir là, donc pour sortir les chiens du SICFA. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc voilà. Et puis j'ai constaté aussi sur le terrain que les personnes qui viennent voir pour essayer de trouver les propriétaires en faisant du porte-à-porte, ça c'est du jamais vu, quoi. Il y a chapeau, quoi. Je veux dire ça, il n'y a pas de problème, quoi. Merci Alain. Alors je voudrais rebondir en fait sur son intervention pour aborder d'autres sujets. Il parlait des associations. Elles ont un rôle primordial. Souvent en fait on minore l'action qu'elles font sur le terrain. Pour nous, cette action, elle est très importante parce que grâce à leur action, en fait, ça évite, en réalité, ça évite d'autres morsures. Parce que si ces associations ne s'occupaient pas des chiens dans nos rues, ce serait beaucoup plus catastrophique. Donc il faut les aider. Donc moi, c'est le message que j'adresse à nos décideurs, c'est d'accompagner les associations à aller un peu plus loin dans leurs actions sur le terrain. Alors, par exemple, dans notre zone industrielle, puisque nous sommes situés dans la zone industrielle de la Punaru, il y a l'association Yamatea Ite Animara qui gère en fait les chiens de la zone, qui sont aussi les chiens des entreprises en fait, parce que beaucoup de gens aiment les chiens. Et donc ces chiens n'appartiennent à personne, ils appartiennent un petit peu aux ouvriers qui travaillent dans la zone. Et grâce à ce travail, en fait, elle a réussi, cette association, à stabiliser la population chiens sur la zone. S'il n'y avait pas eu ce travail, alors avant qu'elle ne démarre son action sur la zone, en fait, il y en avait beaucoup plus, avec plein de problèmes derrière liés à cette surpopulation canine. Donc ces chiens sont soignés, sont nourris tous les jours. Et donc ça permet de garantir en fait une certaine stabilité dans ce quartier-là. Maintenant, ce qui manque aux associations, et c'est aussi, ça c'est un autre message que j'adresse à nos décideurs, parce qu'elles ne peuvent pas le faire toutes seules, ces associations, ce sont des refuges. Ça c'est un autre levier qui est nécessaire pour qu'on puisse gérer la problématique dans sa globalité. Et donc il va falloir accompagner les associations à avoir du terrain, à construire ces refuges. Parce que sans ce dispositif, les fourrières ne pourront pas gérer l'afflux de chiens qu'on va avoir pendant un certain nombre d'années avant de stabiliser en fait, la situation. On a besoin de refuges. Aujourd'hui, nous, on est limité, on est très contraint par la réglementation, donc on la respecte. Donc c'est un chien par box. Dans un refuge, il n'y a pas les mêmes règles. Donc si nous, on pouvait confier nos chiens, passer les délais réglementaires à un refuge, ça permettrait
de gérer davantage en fait, de chiens et de les sortir en fait, de la précarité qu'ils connaissent dans la rue et qu'ils ne génèrent d'autres problématiques avec les citoyens de nos collectivités. Donc c'est important aussi de pouvoir créer des refuges. Ça fait partie du dispositif. Là, on a parlé d'information dans les quartiers, d'information à tout point de vue, de sensibilisation dans les écoles, de refuges. Alain parlait de stérilisation. Ça, on n'en fait pas assez. Alors, heureusement qu'il y a eu ce portefeuille de la condition animale qui a été créé et que des fonds ont été débloqués pour commencer à faire de la stérilisation massive. Mais il va falloir encore plus, si on veut, réduire drastiquement les problématiques qu'on connaît dans nos îles et dans nos quartiers. À l'heure actuelle, la direction de l'environnement consacre cette année la moitié des subventions qu'elle octroie habituellement à toutes les associations confondues qui portent des projets à la connaissance de la direction de l'environnement. C'est énorme, mais ce n'est pas assez. Et donc il va falloir qu'on s'organise d'un point de vue des finances pour faire davantage de stérilisation afin de stabiliser, continuer à faire de l'information et aussi faire de la répression. Alors ça, c'est compliqué aussi. Aujourd'hui, la réglementation ne donne pas des outils efficaces à nos polices, que ce soit les gendarmes, que ce soit nos mouteuils. Aujourd'hui, la procédure est tellement trop administrative que quand ça atterrit sur le bureau du procureur, ça finit à la poubelle en fait. Donc il va falloir aussi qu'on réforme nos réglementations pour donner des outils efficaces d'action sur le terrain à nos mouteuils. Alors c'est aussi pour ça, je rebondis sur ça pour dire qu'on l'ancienne vice-présidente du pays a créé le 16 mai dernier, de façon officielle, le comité consultatif du bien-être animal, qui regroupe tous les acteurs. Donc il y a les services de l'État, les communes représentées à travers le SPC, le syndicat pour la promotion des communes, et les fourrières. Donc nous, on y siège, mais il y a aussi des magistrats, il y a la vice-procureure de la République qui y siège, il y a Alain, au titre du CESEC, il y a les services de la biosécurité, de la direction de l'environnement, les clubs canins. Et donc l'objet de ce comité consultatif, c'est de donner un avis sur les projets de réglementation. Et donc vous allez en voir, parce qu'on attend de rencontrer le nouveau ministre en charge de la condition animale. Donc on va relancer nos réunions, mais on va être très proactif dans la révision de nos textes pour qu'on soit efficace sur le terrain. Et donc vous allez certainement devoir donner aussi votre avis sur les prochains projets de texte. Il va falloir qu'on soit très attentif. Là, à l'heure actuelle, on est en train d'analyser un texte qui a été produit par la biosécurité, s'agissant en fait d'autoriser les vétérinaires qui ne sont pas inscrits à l'ordre des vétérinaires, en Polynésie française. Donc c'est une partie du texte, et l'autre partie du texte traite des conditions pour organiser les stérilisations justement massives. Donc quand on regarde le projet de texte, en fait ça empêche ces stérilisations massives, alors qu'on a un grand besoin dans nos collectivités publiques de le faire. Donc il faut qu'on soit attentif à ces textes parce que c'est important pour la suite. Si le ministre actuel en charge de la condition animale signe l'arrêté, ça veut dire qu'en fait on va continuer à végéter et qu'on n'aura pas les outils, nous, pour pouvoir organiser sur le terrain ces stérilisations. Voilà. Donc c'est important que ce comité existe, parce que maintenant on peut donner notre avis sur des sujets importants, parce que derrière nous, moi j'en reviens au quartier en fait, puisqu'on travaille pour des collectivités publiques, et ça va aider franchement les quartiers si on change l'état d'esprit en fait, de ces textes. Si on vient sur des choses plus efficaces, si on vient sur de la bienveillance, sur de la bientraitance. Voilà, voilà pour rebondir sur... Mais va après Michel. Mais va. Merci Madame la Présidente. Bonjour chers collègues et bonjour aux invités. Van Maeva du Collège des Archipels. Je pense que vous savez comment ça se passe dans les archipels. En tous les cas, je suis témoin de beaucoup de chiens errants, beaucoup de chiens en très mauvaise santé, beaucoup de chiens maltraités. Moi-même, j'en ai 8 de chiens sur mon moutou à Ahé. Et je voulais savoir quelle est la politique, peut-être que vous êtes plus au courant du pays concernant les chiens errants, maltraités, des archipels éloignés. Est-ce que c'est prévu d'avoir des visites beaucoup plus récentes des vétérinaires? Est-ce qu'on aura une meilleure communication
des visites des vétérinaires, parce que dans les archipels, dans les motus, les propriétaires de chiens sont obligés de s'organiser, de prendre un bateau, traverser parfois tout le lagon pour aller au village, attendre le vétérinaire lorsqu'ils sont informés. Donc, qu'est-ce qu'on a comme politique concernant les animaux des archipels éloignés? Ensuite, ma deuxième question, c'est est-ce qu'après avoir été adopté, un chien fait-il l'objet d'un suivi par la suite par vous? Je vais commencer par répondre à la deuxième question, et ensuite j'irai sur la première. Oui, alors en fait, quand on fait adopter nos chiens, normalement on n'a plus à s'en occuper, puisque en fait nous on cède gracieusement nos chiens à une association de protection animale. Alors ça, c'est les textes qui l'imposent. Alors toutes les communes ne le font pas, pour des raisons aussi pratiques, ou on va dire d'acquaintance avec les associations de protection animale. Par exemple, à Aroué, ils font adopter directement leur chien via une page Facebook, sans l'aide des associations. Voilà, nous, on a fait le choix de passer par les associations parce que c'est une obligation, en fait, tout simplement, et parce qu'on souhaite vraiment travailler avec les associations. Et ce sont les associations qui font adopter les chiens, et donc qui font signer, en fait, un contrat ou une convention d'adoption dans lequel, en fait, il y a des conditions à l'adoption. Donc les associations obligent à la stérilisation et à l'identification des chiens. Donc c'est les associations qui suivent, en fait, les chiens qu'on fait adopter. Alors nous, on les suit. Alors l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, en fait, c'est parce que Candy, là, elle est très présente sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'elle s'est rendue compte, suite à la publication d'une photo d'une chienne qui a été adoptée, elle s'est rendue compte que c'était une des chiennes qui est passée par notre fourrière. Et donc, on n'a pas vraiment à le faire, mais on assure ce suivi-là parce que on va au fond des choses, nous, dans notre structure. L'autre élément, c'est que de temps en temps, on fait des points par rapport à tous les chiens qui ont été adoptés. Des fois, les gens n'ont pas les moyens tout de suite, malgré les tarifs préférentiels qu'ont les associations avec les vétérinaires, n'ont pas les moyens tout de suite soit de faire stériliser, soit d'identifier leurs chiens. Et donc, de temps en temps, on se repose la question, donc on relance en fait les familles adoptantes, parce que c'est nous qui allons les chercher la plupart du temps, pour savoir si elles ont fait le nécessaire. Voilà, donc ça, c'est pour répondre à la deuxième question. Pour la première question, en fait, c'est un grand sujet. Je pense que ça se débrouille pour le moment, comme pour beaucoup de choses. C'est pour ça que je disais, en fait, les réglementations qui viennent de métropole, en fait, elles ne sont pas forcément adaptées à nos contextes. Et effectivement, on n'a pas de vétérinaires dans toutes nos îles. Et ça, il n'y a que les vétérinaires qui le veulent, qui font de l'itinérance. Donc heureusement qu'il y a des vétérinaires qui souhaitent découvrir les îles. Voilà. À part ces vétérinaires-là, il n'y a pas d'organisation spécifique pour aller dans les îles. Donc c'est compliqué pour les îles. Alors moi, j'ai discuté notamment avec des directeurs généraux de services, notamment au Tuamotu, où justement, par rapport à des procédures juridiques, ils sont coincés parce que il faut un avis, un chien mort, un concitoyen, il faut une évaluation comportementale par un vétérinaire agréé par le HOCR. C'est un peu compliqué, quoi. Donc ça se débrouille. Donc ils font sans. Donc ils ne respectent pas la réglementation. C'est pour ça qu'il va falloir réadapter nos textes pour qu'on puisse trouver des outils. Alors il y a beaucoup de propositions de la part des associations de protection animale. Donc en termes d'identification, les associations poussent pour que cet acte, qui est assez simple, puisse être fait par des gens qui ont été formés. Alors, il faut se rappeler, avant, moi j'ai 47 ans, j'ai vécu aussi dans les îles, c'était les infirmiers des dispensaires qui faisaient beaucoup d'actes. Et ça marchait bien. Donc, pourquoi pas transférer de la compétence technique à des gens qui sont déjà dans le métier du soin pour faciliter certains actes. Après, il y a un tas d'actes vétérinaires qui nécessitent vraiment beaucoup de compétences et d'expertise technique. C'est un métier quand même. Mais pour l'instant, ça se débrouille comme ça peut se débrouiller comme pour beaucoup de sujets. Donc il n'y a pas vraiment de stratégie à l'œuvre, mais on va en discuter, je pense, au sein du comité consultatif, même si ce n'est pas l'objet. Moi, j'ai demandé à ce que ça soit l'objet, de définir les stratégies au niveau du pays. Mais si on voulait la présence des magistrats, il fallait vraiment axer l'objet du comité consultatif sur la partie réglementaire.
Mais on va en parler, parce que moi je ne vais pas me priver de parler de stratégie au niveau du pays pour qu'on puisse avoir aussi des outils dans les îles. Ensuite, vous parliez de faire des programmes de communication au sein des écoles. Je suppose qu'il s'agit des écoles de Tahiti. Et est-ce que vous envisagez donc de le faire? Punavia pour commencer. Donc il n'y a rien de prévu pour les îles non plus au sujet de la communication dans les écoles alors? Alors, il y a l'ancienne ministre qui avait lancé toute une campagne d'information avec des affiches, avec la présence dans des événements, ce qui était très bien. Maintenant, on n'a pas encore rencontré le nouveau ministre en charge de la condition animale. Je pense qu'ils vont continuer cette action, puisque des budgets ont été définis pour ça. Donc je ne peux pas vous en dire plus, mais il va y avoir de l'information générale sur le sujet. Après, nous, on ne travaille que pour Paria Punavia. Là, on pousse un peu les murs. Mais pour l'instant, nous, on va tester ce qu'on souhaite tester en termes d'outils pédagogiques auprès de nos écoles. Après, si ça peut intéresser l'éducation, tant mieux. Ça va être un de nos objectifs, pour que derrière, ça soit financé par le pays et pour qu'on puisse définir des programmes pour l'ensemble des écoles de Polynésie. Merci bien. Jean-Michel? Oui, bonjour. Le micro. Au niveau donc des nouveaux propriétaires, alors implanter une puce d'identification pour avoir un suivi pour les prochaines années. Parce que vous ne savez pas ce que devient l'animal sur un long terme, pour l'instant. Ça serait un minimum qu'ils puissent avoir une puce électronique, au moins pour savoir ce qui se passe. Je te laisse répondre. Materi expliquait qu'en fait le SICFA cède à titre gracieux le chien à une association de protection animale qui fait adopter ensuite le chien selon ses conditions. Donc elles ont tout un contrat d'adoption et toutes demandent la stérilisation et l'identification des chiens à la sortie du SICFA et même dans le cadre des adoptions qui sont réalisées au niveau des associations elles-mêmes. Pour notre rôle à nous, on demande, et c'est le suivi qu'on fait automatiquement, c'est à avoir les numéros d'identification de chacun des chiens qui sortent du SICFA. Donc parfois on les a dans la semaine, parfois il faut relancer un petit peu les propriétaires, comme Materi l'indiquait, ce sont généralement les gens qui manquent de moyens. Donc le temps qu'ils s'organisent et qu'ils puissent payer l'identification et la stérilisation, on finit par avoir un numéro d'identification. Si je ne me trompe pas, pour 2022 et 2023, on a eu peut-être 1 ou 2 chiens dont on n'a jamais eu de numéro d'identification. Généralement, on finit par les avoir. Quant au suivi qui est fait, on s'est rendu compte qu'en fait, les gens voient à quel point les chiens ont apprécié leur séjour au SICFA. Parfois, ils ne veulent même pas s'en aller, ils essayent de retourner dans la courette. Donc ça, c'est un témoignage pour nous, ce qui fait que eux, volontairement, donnent des nouvelles par la suite de ce que deviennent les chiens. Voilà, ils nous envoient des messages, des photos, des vidéos, et là, on est toujours content. Ponctuellement, quand on a un adoptant dont on n'est pas très sûr, on s'inquiète un petit peu. Si on a le temps, on envoie un petit message, mais effectivement, réglementairement parlant, nous, déjà, on assure le suivi au niveau de la puce électronique. Voilà. Merci. Méré? Merci, Présidente. Alors, une petite question. Comment pouvez-vous sensibiliser les autres communes à adhérer au syndicat, sachant qu'au départ, si je ne me trompe pas, il y avait Papara et FAA qui se sont désistés au dernier moment. Après, je sais qu'il y a eu des gros soucis, en fin de compte, au niveau de l'investissement. Comme vous l'aviez expliqué, on est passé, je crois, de 73 millions d'investissements à 138, si je ne me trompe pas. Comment vous pouvez les sensibiliser? Est-ce que vous avez amélioré aussi la gestion de la structure? Alors moi, je prends mon petit bâton de pèlerin et je vais en ce moment voir les autres communes. Alors, actuellement, là, je suis en formation. Je suis sorti de ma formation et je profite à chaque fois des tribunes qu'on m'offre pour pouvoir évoquer tous les sujets que j'évoque avec vous. Parce qu'en fait, souvent dans les communes, on a été formé, mais sur un sujet précis, l'errance animale et les chiens de catégorie 1 et 2. C'est ça la base des formations des communes.
Et c'est très compliqué chez nous parce que des chiens de catégorie 1 et 2, il n'y en a pas beaucoup. Alors chiens de catégorie 1 et de catégorie 2 sont les chiens de défense et d'attaque. Et en fait, on a beaucoup de mélanges. On a ce qu'on appelle les bergers tahitiens ou les races caca. Et c'est ce qui compose la plupart de nos chiens. Après, il y a des passionnés qui ont des chiens de race, mais ça aussi, c'est une réglementation qui n'est pas adaptée à notre pays, en fait. Parce que, en fait, si les gens allaient au bout des choses, ben, ils n'ont pas des chiens catégorisés, donc ils n'ont aucune obligation. Parce que dans la réglementation, quand on dit on possède un chien de catégorie 1 et 2, on a plein d'obligations, plein de contraintes, en fait. Quand on va sur la voie publique, on est obligé de les tenir en laisse, d'avoir une muselière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et on ne peut rien reprocher à qui que ce soit, puisqu'il y en a très peu au final. Je profite à chaque fois donc, de ces tribunes pour parler au service de l'État, pour parler aux collègues des autres communes. Alors pour les autres communes, en fait, notre objectif, puisque nous sommes une structure coûteuse, c'est de récupérer, en fait, d'avoir d'autres adhérents dans notre syndicat. Mais pour l'instant, on n'a que 20 courettes. Donc là, on est sur un projet d'extension pour pouvoir accueillir davantage de chiens. Et la première idée, c'est déjà d'aller sur les communes qui disposent de fourrières. Donc j'ai été rencontrer, moi, la commune de Papeete récemment, qui est intéressée par cette reprise en main, parce que c'est un sujet parmi d'autres, alors que nous, ça commence à être notre cœur de métier. Donc il vaut mieux confier les clés de fourrière à des gens qui deviennent experts. Mon objectif, c'est que nos agents, ça soit des éducateurs canins, in fine, pas juste des gens qui gardent des chiens. Voilà, donc on les forme constamment. Là, je suis en train de finir de rédiger un bilan des formations de nos agents. Chacun reçoit 5 à 10 formations par an sur tous les sujets, y compris les chiens. Parce qu'on a besoin de se former sur ces sujets-là. Et donc, l'autre objectif, en dehors de récupérer des communes membres, c'est d'aller gérer les fourrières existantes. Voilà. Parce que les structures existent. Alors, elles ne sont pas agréées. Il n'y a que 3 fourrières agréées par la biosécurité en Polynésie française. La nôtre, celle d'Aroué, et la fourrière refuge, puisque c'est le titre de cette fourrière de Bora Bora. Toutes les autres fourrières qui existent ne sont pas agréées par la biosécurité. Et donc, si on les récupère, il va falloir les mettre aux normes. Alors, FAA est en train de le faire. C'est pour ça qu'elle a notamment fermé sa fourrière animale. Mais moi, je suis très intéressé par Papeete, parce que c'est moi qui l'ai construite à l'époque, quand j'étais directeur des services techniques adjoints de la commune, pour pouvoir gérer les chiens de Papeete, mais sur Papeete. Pourquoi les transporter alors qu'il y a une structure qui existe au fond de la vallée de Titioro. Et pareil pour Aroué. Donc pour l'instant, on a des approches, on va dire, timides, parce que il faut qu'on soit prêt. Là, on n'est pas encore complètement prêt. On a encore beaucoup de travail, nous, à faire sur notre propre commune, pour qu'on soit bien à tout point de vue, ce qui n'est pas encore le cas. Mais après, petit à petit, on va les récupérer. Et là, la mutualisation des moyens, en fait, on a fait les calculs, c'est hyper efficace. Ça permet de réduire drastiquement les coûts, en fait. Alors, le bon modèle, en termes de modèle économique, c'est Aroué. Ils ont 2 agents des services techniques. Alors, ils ont 5 box à Aroué. 2 agents des services techniques qui travaillent à temps partiel en tant qu'agents de la propreté urbaine. Donc, eux, en fait, sillonnent les quartiers et les voies publiques de Aroué pour ramasser les poubelles. Ils ont des bacs poubelles publics. Et en même temps, ils observent leur territoire. Et ça leur permet d'identifier les chiens qui arrivent sur leur territoire, les chiens errants, etc. C'est ensuite eux qui capturent les chiens, au besoin, ceux qui posent problème. Et c'est ensuite eux qui assurent la gestion du chenil, de leur fourrière. Et après ça ne coûte pas cher, parce que il y a une partie de leur salaire qui est dédiée au service technique et une partie qui est dédiée en fait à la gestion de la fourrière. Et donc je trouve ça hyper malin. Nous, on est payé à 100% pour notre fourrière, mais si on venait par exemple à gérer d'autres fourrières, on utiliserait le même modèle, de façon à baisser le coût. Et nos agents qui sont situés à la Punaru pourraient, au besoin, en fonction des absences pour formation, pour congé, pour arrêt maladie, aller... aussi de façon à ce qu'on ait une gestion cohérente. On n'est pas sur des îles.
Donc si on ne fait pas le travail dans une commune, ben, la commune d'à côté va en ressentir les conséquences. Aujourd'hui, on a des points d'abandon sur... Et donc on est obligé quelque part d'aller voir les autres communes, parce qu'on est complètement perméable en fait aux autres territoires. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'aller un peu plus loin dans nos missions qui nous sont propres sur nos deux communes. On est obligé d'être ambitieux en fait. Sinon ça n'a pas de sens. Alors, mesdames et messieurs, on va juste couper là. C'est bon là, pour la technique? OK. Question, après c'était qui? Là, on est plutôt sur l'intervention, mais sur la prévention et sensibilisation. Bon, je ne sais pas comment fonctionne le budget. Est-ce que vous n'avez pas la possibilité de demander une subvention au fonds, au FIP, en disant que c'est pour l'intérêt général sur toute la Polynésie? Comme ça, par exemple, là, on parlait de sensibilisation dans les écoles. Comme ça, vous pouvez donner le programme dans toutes les écoles, comme Maëva demandait. Alors, on ne peut pas, nous déjà, par nos statuts. Voilà. Alors en fait, si nos statuts sont quand même assez larges, c'est-à-dire qu'on doit travailler prioritairement pour les deux communes de Paria-Punavia. C'est ce qui est écrit, hein. Donc ça ne nous empêche pas de travailler pour les autres. Mais pour l'instant, on a quand même beaucoup de travail dans nos deux communes. Puis il faut qu'on teste. Hein, moi j'aime bien tester avant d'étendre les choses. C'est pour ça qu'on part d'une classe. Hein, on est très ambitieux, mais on fait ça tout doucement, timidement. Hein. Voilà, on est prudent. Il faut déjà que ça fonctionne pour une classe, après on verra pour l'école, on verra pour 2 écoles, etc. Hein. Mais à terme, oui, il faudra aller vers d'autres territoires. Ouais. Merci, Teiki. Bonjour Matari, bonjour Moïtia, bonjour Teddy. Merci pour votre témoignage. Moi, ma première pensée, c'est pour tous les êtres humains qui sont en souffrance et qui n'ont pas la chance de pouvoir profiter de vos talents, de vos engagements, de votre passion. Hein. Voilà. Bon, Matari, il connaît ma pensée puisqu'on se connaît depuis 20 ans. Voilà, je te le redis haut et fort. Quel dommage, toute cette énergie qui n'est pas aussi utilisée pour nos concitoyens humains. Cela dit, j'ai quelques questions parce que je voudrais profiter d'avoir des sachants sur cette question-là, animale. Là. Ma première question, c'est toute la question des pitbulls et de tous ces chiens qui sont utilisés pour faire de l'argent par beaucoup de monde dans nos quartiers qui vendent le pitbull en ce moment, c'est 70 000 francs. Les petits chiens, là, ça va jusqu'à 130 000. C'est vraiment une façon de gagner de l'argent, le chien, aujourd'hui, malheureusement. Et ce n'est pas toujours les chiens les plus sympas qui sont vendus. Et je pense que quelqu'un qui, malheureusement, fait de l'argent sur le dos des chiens n'est pas toujours soucieux du bien-être de l'animal. Alors, est-ce que vous avez, vous, la possibilité, à travers ce machin-là dont tu as parlé à l'instant, là, comité, je ne sais pas quoi, enfin, ce truc-là dont tu as parlé, est-ce que c'est un truc qui permettrait d'imposer l'identification des chiens dangereux, dits dangereux, sans s'emmerder avec des définitions européennes ou continentales, enfin des définitions importées, quoi. On est peut-être assez intelligent pour avoir nos définitions polynésiennes à nous, et assez autonome pour produire nos réglementations sans forcément devoir toujours copier-coller. Voilà, ma question c'est ça, c'est est-ce que quand on parle donc des chiens dangereux, on pourrait imposer une identification ou en tous les cas une responsabilisation du propriétaire qui a ce chien. Et forcément la puce. Voilà. Parce que je vous partage un cas vécu, le pitbull du voisin dont la fonction première est de garder la plantation. Vous imaginez que je ne vous parle pas d'une plantation de roses. S'échappe
va dans la propriété voisine. Il est affamé, le chien, parce qu'il n'est pas nourri, hein, parce qu'il est censé manger ce qui est autour des plantes, quoi, hein, pas non plus dépenser de l'argent pour lui acheter des croquettes et lui mettre de l'eau. Donc le clébard, il a la peau sur les os sous la peau. Il a faim, il a soif, et il sort. Fait quoi? On a le droit de faire quoi? Parce que le chien, il est en maltraitance, et il est particulièrement dangereux, puisque s'il sort, peut-être que c'est parce qu'il a faim, justement, et qu'il va chercher à bouffer ailleurs. Voilà. Et voilà, et là, a été identification, a été propriétaire. Hein. Ah non, moi, mon chien, jamais il sort de la clôture. Ah bon, viens un peu voir les trous. Ah oui, mais ça, c'est tes chiens qui ont fait les trous. Ah oui, bien sûr, oui. Mais mes chiennes, elles n'ont qu'une hâte, c'est d'aller se faire bouffer par ton chien, et elles font des trous pour le faire. Enfin, je vous passe les histoires, mais vous les connaissez mieux que moi. Hein, voilà. Donc, concrètement, voilà, c'est ça ma question. On est bien démunis face à l'irresponsabilité et l'absence de volonté politique de rendre responsable. Je n'ai pas l'impression personnellement qu'on ait tiré les leçons des drames qui viennent de se passer. Je n'ai pas entendu parler d'une réflexion un peu rapide sur la question de rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire au propriétaire du chien, ses obligations. Tu voulais intervenir sur la... Et Yorana Teki. Oui, en fait, il faudrait rendre obligatoire l'identification en Polynésie française de tous les chiens. On ne peut pas faire d'exception, uniquement les chiens dangereux. Non, c'est tous les chiens. Et c'est le seul moyen qu'on aura pour connaître le nombre de chiens qu'on a dans une commune. Actuellement, on est dans l'incapacité de déterminer le nombre de chiens qu'on a à Paia. Je suis incapable de vous donner un chiffre. Hein, parce que les chiens ne sont pas identifiés. Après, par foyer, on sait qu'il y a tel foyer qui a 10 chiens, 12 chiens, mais comme le foyer en question n'est pas clôturé, comment tu peux déterminer que ce chien-là appartient à ce foyer? Il suffit qu'un chien aille mordre quelqu'un un peu plus loin, le chien n'appartient à plus personne. Et c'est à ça qu'on est confronté dans les communes. Parce que le chien n'est pas identifié, on ne peut pas le rattacher à un propriétaire. Et toute la difficulté est là. Donc pour traiter le problème des chiens errants en Polynésie française, il faudrait exiger l'obligation à tous les propriétaires de chiens déjà d'identifier leurs chiens. Voilà, il faudrait donc un texte du pays qui impose cela à tout le monde, tout propriétaire de chiens. Voilà. Et c'est seulement comme ça qu'on pourra trouver des solutions pour régler ce problème-là. Merci bien, Patricia, Moyana et Maka. Je vais juste compléter la réponse. En fait, c'est plus dans les modalités c'est dans la mise en œuvre de ces identifications. Parce qu'il y a plein de textes qui existent pour identifier les carnivores domestiques, c'est ce que dit la réglementation. Mais comment on peut y arriver? Donc c'est pour ça aussi qu'en parallèle de la stérilisation massive, il faut faire de l'identification massive. Alors pourquoi c'est important? C'est au cœur en fait de toutes les politiques publiques. Si on n'arrive effectivement pas à responsabiliser les propriétaires d'animaux, ça va être très compliqué derrière. Alors il y a une commune qui fait un travail, parce qu'ils ont dédié des agents de la police municipale à faire des enquêtes, c'est la commune de Fa'a. Et donc ils sont obligés en fait d'aller chercher des témoignages, de prendre des photos pour pouvoir prouver que tel chien appartient à tel propriétaire. Et ça marche au tribunal, mais ça prend du temps. Alors qu'une simple puce d'identification permettrait de tout de suite retrouver le propriétaire si derrière on a aussi, alors je parlais tout à l'heure de l'association des vétérinaires, c'est pas pour les critiquer, c'est juste que c'est artisanal et que quand c'est artisanal, des fois il y a plein de biais. Et donc aujourd'hui on a un système qui est très peu efficace dans la manière déjà d'obliger les gens à le faire, et ensuite une fois que c'est fait,
c'est très peu efficace dans la manière de retrouver les propriétaires de chiens. Donc il y a plein de points à améliorer dans tout le dispositif. Et c'est une question cruciale, parce qu'aujourd'hui, on peine en fait à faire un peu de coercitif, parce qu'il n'y a pas ces outils-là, en fait. Il n'y a pas ces puces. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Et après, pour en revenir à ton observation, en fait, on œuvre aussi pour les gens, puisque si à terme, on va au bout du bout de ce qu'on souhaite faire, on va améliorer la vie des quartiers, parce qu'on va permettre de donner des outils aux gens, et on va permettre aussi de donner des outils réglementaires pour pouvoir intervenir dans les quartiers. Aujourd'hui, c'est compliqué, on a beaucoup de chemins privés. Et la police municipale ne peut pas y aller comme ça. Ne peut pas capturer en fait un chien qui a posé un problème, que ce soit la nuisance sonore ou une morsure, ou même ne serait-ce qu'une agression ou un grognement qui met en fait les gens en sentiment d'insécurité dans leur propre quartier. Aujourd'hui, la police municipale est très démunie pour ça. Donc c'est pour ça qu'il va falloir fabriquer nos propres réglementations pour faciliter en fait ce travail de terrain. Parce que sinon, ça va mener à rien de continuer sur les textes existants. Voilà. Donc c'est une remarque pertinente. Merci Teiki. Teddy, ça me fait penser à une chose toute simple, c'est que chaque individu, alors selon sa nationalité, dispose d'une carte d'identité, c'est obligatoire. Sinon, il paraît qu'on est considéré comme des sans-papiers. Alors, il y a des endroits du monde où il y a des associations qui œuvrent pour les sans-papiers. Il y a des endroits du monde où il n'y a pas d'association pour œuvrer sur les sans-papiers. Voilà, peut-être il faut effectivement considérer le chien comme étant une déclinaison de l'individu, puisqu'on dit toujours le meilleur ami de l'homme. Voilà. Et donc, lui donner peut-être une place un peu plus marquée, donc obligée. Et voilà, peut-être il y a un axe aussi pour présenter un texte et lancer cette identification massive. Merci Patricia. Après Mayana et Maka. Maruru, présidente. Juste pour commencer, je suis fan pour la protection de nos animaux en général. Et je voudrais ici rendre hommage aux deux maires qui ne sont plus de ce monde, qui ont mis en place cette structure. Je parle de Tavana Roni et de Tavana de Paia Graf, qui ont œuvré, et on a parlé tout à l'heure de courage. Il a fallu le courage de ces deux personnes pour que SICFA existe, et SICFA a bien évolué. Félicitations pour ce que vous avez mis depuis le début jusqu'à maintenant. Personnellement, j'y étais, parce que j'étais conseillère municipale dans Punavia. Nous étions au début de la mise en place du SICFA. Je ne reconnais plus SICFA, puisque au début, c'était pour récupérer les chiens errants. Et là, on parle plus de nos animaux, je parle de nos animaux comme des êtres. Et ça, je dis bravo, puisque derrière un chien, c'est des personnes. Sûrement que les personnes qui ont perdu leur chien, c'est aussi, vous avez parlé tout à l'heure, de communauté. Et cette sensibilité de communauté, ça nous touche énormément, et ça me touche énormément. Il me semble, Matari, on avait discuté de l'aspect culturel de la chose. On avait parlé de la sensibilisation par l'éducation dans les écoles. C'est vrai que ce sont les meilleurs avocats pour nos animaux, puisqu'ils sont très sensibles au comportement de nos chiens. Et je parlerai les animaux, quand je vois les animaux, ils sont plus fidèles que les êtres humains. Ce n'est que mon avis, hein. Ne prenez pas ça comme un avis pour tout le monde. C'est mon avis. Et donc, très bien. Il y a aussi la partie dressage. J'étais dans la commune de Punavia et on était à côté d'une association qui dresse les chiens.
Et je parle de l'école 2+2. Vous avez parlé tout à l'heure de l'école de Punavai, puisque la conseillère y était. Mais pourquoi pas sensibiliser aussi cette communauté d'écoles de 2+2 pour le dressage des animaux. Ça donne le beau du chien, de nos animaux, les chiens. Ça donne le beau parce qu'ils sont intelligents, si on veut sensibiliser davantage. Ensuite, je vais parler de cet aspect qu'on n'en parle pas souvent dans notre culture. C'est le mot taura. Certaines familles ont des tauras de chiens. Et chaque famille doit, par la suite, protéger cet animal. Ou alors ce personnage qui est le taura. Moi, j'ai un taura au niveau du chien sur terre. Donc, l'élément chien, l'élément terre, dont on parle aujourd'hui, c'est le chien, sont en étroite, je dis, coopération avec l'élément océan. On en parle beaucoup pour l'océan, la protection des animaux marins, mais on parle très peu de la protection de nos animaux. Mais grâce aux associations dont je fais partie, l'association polynésienne de la jeunesse, nous avons des associations de quartier et j'aimerais bien être aussi parmi ces associations qui doivent aussi se placer dans la formation et qui doivent aussi se placer dans le bénévolat pour venir aider les associations qui protègent nos animaux sur Terre. Vous avez parlé d'œuvrer. Œuvrer, c'est... bravo pour ce mot. Quand on œuvre, on ne calcule pas. Et depuis tout à l'heure, on parle souvent d'argent, 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 d'argent. Et c'est pour protéger nos animaux. Je suis d'accord. Mais je trouverais que pour moi, les responsables de l'abandon de ces chiens, c'est bien l'humain qui ne fait pas l'effort de protéger son animal. Si on est bienveillant avec nos animaux, si on avait du cœur, si on aime nos animaux, on doit prendre toutes les dispositions pour protéger cet animal, un animal, deux animaux, et ainsi de suite. Et moi, je suis aussi pour qu'il y ait beaucoup plus de, je ne dis pas de sanction, mais de rappel à l'obligation à l'humain, son devoir de protéger son animal. Donc, il y a dans vos projets, donc il y a stérilisation, le dressage, et puis trouver aussi la sensibilisation au niveau des propriétaires de chiens et d'animaux, tous animaux confondus, puisqu'on n'a pas parlé ici des chats. Je suis fan des chats, je suis fan de ces animaux qu'on abandonne, et je suis contre l'abandon des animaux. Voilà, tout simplement, c'est pour vous aider dans la réflexion sur comment améliorer et rendre plus humain SIGFA. Et vous avez réussi déjà. Voilà, merci et félicitations pour votre travail. Merci Patricia. Alors, pour la petite histoire, on s'est rencontrés il y a quelques jours parce que j'ai créé avec deux amis en fait une association de protection des requins qui s'appelle Tore Tore il y a plus de 20 ans. Et si j'ai été travailler à l'OPH à l'époque, c'est parce que mes deux comparses y travaillaient et qu'on trouvait plus simple d'être dans la même structure pour pouvoir réfléchir ensemble à ce qu'on allait faire en fait en matière de protection des requins, puisqu'il faut savoir il y a plus de 20 ans, les requins n'étaient pas protégés. Et donc, tout le travail que j'applique là pour les chiens, en fait, je l'ai fait pour les requins. Ça fait 20 ans que je vais dans les écoles, en fait. Voilà. Donc, c'est important de pouvoir faire de la sensibilisation. Et à l'époque, on a mis 1 an avec le ministre de l'Environnement de l'époque pour créer une réglementation qui aujourd'hui fait de la Polynésie française, jusqu'à l'année dernière,
le seul territoire français en fait, à protéger les requins. Donc on peut aussi être original. Hein. Alors, l'année dernière, ce sont les Calédoniens qui nous ont rejoints, puisque eux, en fait, protègent également les requins depuis le mois de juillet de l'année dernière, mais ils ont utilisé un autre outil juridique. Alors c'est pour ça que je rebondis sur une autre intervention, c'est que nous, on a classé les requins dans la liste des espèces à protéger, hein, dans le Code de l'environnement. Les Calédoniens ont donné une personnalité morale aux requins, aux tortues, aux dauphins et aux baleines. Donc c'est un autre concept qui est très intéressant. Peut-être qu'il va falloir s'en inspirer. Donc ça me permet de rebondir sur une autre intervention, sur la tienne, hein, Patricia, pour redonner en fait de l'importance aussi à nos animaux terrestres. Moi, ça fait 20 ans que je lutte pour la protection de la mer parce que j'y passe le plus clair de mon temps. Mais c'est vrai qu'on s'occupe très peu de nos chiens. Et ensuite, je vais laisser la parole à Moetia sur la partie culturelle parce qu'effectivement, c'est central. Hein, la manière dont on considère nos animaux via en fait, notre culture. Alors, on l'a fait pour les requins. Ça a été notre axe, hein, pour pouvoir définir toutes nos actions. C'était ce volet culturel, en fait. Revenir, en fait, au concept ancien, hein, de ces animaux protecteurs. Voilà. Et donc, je vais laisser Moetia continuer parce que en fait, on va aussi développer cet axe au niveau du SIGFA. Alors, je vais profiter d'avoir la parole pour vous inviter tous. Le SIGFA organise la première journée mondiale du chien le 31 août. Donc, c'est un samedi, ça se tiendra dans les jardins de la commune de Punavia, de la mairie de Punavia. Et à cet effet-là, l'un des axes principaux est un cycle de conférences qui démarrera par contre la veille au soir avec le volet culturel. Donc on a Wanaura Walker, donc Sonny Walker, qui vient intervenir sur la partie le chien en tant que taura dans la culture polynésienne. Il va également évoquer la légende de Ihoro. Et ensuite, on a un ethnologue qui est très connu en Polynésie française, Frédéric Torrente, qui va venir évoquer la place du chien dans la culture polynésienne, de l'arrivée des premiers Polynésiens jusqu'à nos jours. Voilà, ça c'est la partie culturelle, parce qu'effectivement, on a des agents de terrain qui font de la recherche de propriétaires, mais qui font également déjà de la sensibilisation et de l'information sur le terrain. Et ils se sont rendus compte que c'est une façon d'ouvrir le dialogue et d'intéresser les gens finalement, de raccrocher leur discours au volet culturel. C'est une porte pour que les gens s'y intéressent. Il y a beaucoup de gens dans les quartiers qui ont d'autres problèmes, c'est normal, des problèmes humains. Le chien, c'est le dernier de leurs soucis. Or, dès qu'on leur parle de leur culture, de leurs ancêtres des Tupuna, là, il y a une oreille un peu plus attentive qui se met en place. Voilà. Et le samedi, le cycle de conférences continue, avec d'autres thématiques problématiques, avec un atelier de réflexion également de 11h30 à 12h30, pour mettre en place un état des lieux rapidement et peut-être une feuille de route sur les 5-10 prochaines années. On est ambitieux. Oui, cette journée mondiale du chien qu'on va peut-être devoir décaler les dates parce qu'on attend les autorisations. Hein. Mais en tout cas, la partie culturelle, ça, on va la maintenir. Mais c'est important pour nous de marquer le coup. Alors, rien ne nous empêche de le faire. Donc l'idée, c'est d'inviter aussi, donc, comme je le disais au tout début, l'État, le pays à participer. Économique, que ce soit les problématiques juridiques. On a besoin d'avoir à un moment donné un état des lieux, un état de l'art en fait, de ce qui concerne nos animaux domestiques. Et après en fait, mon idée c'est de coincer un peu les experts et puis les décideurs autour d'un atelier pour qu'on rédige le premier livre blanc en fait, pour qu'on définisse une nouvelle vision de ce que va être la Polynésie plus tard, une fois qu'on aura défini les leviers à mettre en œuvre pour qu'on ait une meilleure gestion de nos lieux. Donc ça va être un moment important. Merci bien. Bonjour à tous. Alors la foi et la passion en faisant des miracles, est-ce que vous vous êtes rapproché des autres communes qui ont des fourrières de manière à soit les récupérer,
soit à appliquer les méthodes que vous avez appliquées et que vous appliquez chez vous aujourd'hui, qui produisent des effets importants, non négligeables, des adoptions d'animaux, en tout cas peu d'euthanasie. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se faire et est-ce que vous l'avez déjà fait, commencé, approché? Et bravo à vous. Merci Mariana. Alors ça a d'abord commencé par des communes qui sont venues nous voir. Alors je vais faire une petite parenthèse puisque tout à l'heure on a évoqué la création du SICFA avec d'autres communes, hein, puisqu'effectivement il y avait FAA et Papara. Donc FAA c'est désisté avant que ne soit créé juridiquement et officiellement le SICFA. Par un arrêté du haut commissaire, hein, donc en 2012. Donc FAA s'était retiré avant. Donc le SICFA a été créé avec Papara en fait. Et quelques temps plus tard, en fait, FAA s'est retiré également parce que Papara, pardon, parce que ayant fait l'objet d'un audit de la Chambre territoriale des comptes, elle a préféré en fait se ménager d'un point de vue financier, sachant que les coûts en fait de financement tant en investissement qu'en fonctionnement plus tard allaient être conséquents. Et donc, en fait, très rapidement, le SICFA ne concernait plus que 2 communes. Et ensuite, quand on a commencé à informer les autres communes qu'on allait ouvrir, il y a Pile qui est venu nous rendre visite et qui était très intéressé à intégrer directement le SICFA. C'est à cette occasion-là en fait, que j'avais évalué la répartition des contributions entre chaque commune contributrice, et donc ça faisait vraiment chuter. Donc on a un intérêt en fait à aller chercher d'autres communes. Et ensuite, là, elle préfère actuellement se passer de nos services parce qu'elle a un contrat avec un prestataire qui répond à leurs besoins. Mais ceci dit, elle reste toujours intéressée parce qu'elle ne va pas arriver à traiter complètement la problématique pour des raisons financières, en fait, hein, tout simplement. Ensuite, comme je l'ai dit tantôt, en fait, j'ai été voir la mairie de Papeete récemment. Donc j'ai rencontré le directeur général des services, Rémi Briand, qui lui m'a opposé, alors, comme ça se passe la plupart du temps, un argument économique en disant « moi ça me coûte 10 millions par an, ça ne coûte pas très cher dans mon budget, j'arrive à collecter 300 chiens qui posaient problème tous les ans et ça me va, parce que ça ne me coûte pas cher ». Et par contre, nous connaissant, il a ajouté mais j'aimerais aller plus loin et qu'on puisse résoudre durablement en fait, nos problématiques. 10 millions, en fait, ça permet juste de résoudre ponctuellement, en fait, année après année, sans résoudre la problématique dans le fond. Et donc il a ajouté, je serais intéressé à intégrer le SICFA et à mettre davantage de moyens financiers, parce que je sais que ça coûte plus cher que 10 millions en vrai, puisqu'il faut de l'information, puisqu'il faut aller dans les quartiers, puisqu'il faut aller dans les écoles. Donc ça, il en est convaincu. Voilà. Donc ça, c'était l'approche que j'ai eu avec la mairie de Papeete. Donc on va construire cette mutualisation de moyens. Pour l'instant, nous, on n'est pas encore complètement prêts, mais peut-être l'année prochaine, on va commencer à envisager ce type de collaboration, parce qu'il va falloir chiffrer la mise aux normes de leur fourrière pour qu'on puisse avoir l'agrément de la biosécurité et qu'on puisse ensuite l'exploiter. Ensuite, il y a un autre élément. Ils sont à 300 chiens capturés sur la voie publique tous les ans. 300 chiens donc capturés et quasiment tous euthanasiés. Est-ce que nous, on est capable de faire adopter 300 chiens par an? Donc ça, c'est une autre question. C'est pour ça que si on souhaite travailler avec d'autres communes, il va falloir aussi qu'on fasse le forcing pour qu'il y ait de la stérilisation. Il faut arrêter en fait l'hémorragie. C'est important, donc on ne peut pas continuer en fait cette intercommunalité si derrière on ne se donne pas les moyens d'informer, de stériliser, d'identifier. Tout est lié en fait, comme je le disais au début. Donc on sera plus à l'aise en ayant des box supplémentaires à Punavia, en ayant une structure, on va dire, aux normes à Papeete, mais si aussi derrière on se donne les moyens de stériliser en fait tous les ans. Donc en fait, il va falloir que les communes se dotent de budget pour stériliser petit à petit chaque quartier l'un après l'autre, de façon à ce qu'on puisse baisser le nombre de chiens qu'on va aller chercher dans la rue. Après, il y a un autre élément, c'est que les captures ne sont pas aussi précises qu'à Aroué. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple d'Aroué. Eux vont vraiment aller capturer les chiens qui posent un vrai problème.
Ce n'est pas forcément le cas à Punavia ou à Papeete. Voilà, bon, ça c'est les échanges qu'on a avec le prestataire et avec nos collègues des autres communes, et on pourrait en fait capturer beaucoup moins de chiens si on ne visait que les chiens qui posent des problèmes en fait. Donc ça aussi c'est un autre élément de notre réflexion, et donc à terme le SICFA va aussi gérer la capture pour aller vraiment cibler les chiens à capturer et pas le tout venant. Il y a trop de chiens à gérer, donc il va falloir vraiment viser ceux qui posent problème. Hein, et donc, si on doit s'occuper de Papeete, on n'ira pas capturer 300 chiens. Si on doit faire il va falloir qu'on gère aussi la capture. Donc, c'est d'autres réflexions. Hein. Là, pour l'instant, on n'a pas cette compétence technique, hein, mais on va se former pour. On le voit sur Aroué, en fait, 2 bonhommes arrivent à gérer la capture, la gestion de la fourrière, aidés d'un prestataire hein, qui les forme en continu et qui nous forme aussi. Donc c'est pas quelque chose d'inatteignable, hein. C'est hyper faisable. Donc on le fera parce que derrière, si on gère la capture, les salaires seront déjà payés en fait. Donc c'est juste une activité en plus. C'est à nous juste de réorganiser notre activité, et c'est largement faisable pour qu'on puisse gérer entièrement la problématique. Voilà, donc on a tellement de choses à gérer qu'il va falloir vraiment, comme je le disais tantôt, y aller petit à petit pour que ça se fasse bien. Hein. D'accord, voilà. Merci bien. Macalio, ensuite Maximilien. Merci Madame la Présidente. Madame, Messieurs les invités, bonjour. Moi, je ne parle pas de chiens errants, je vais simplement profiter de votre présence pour vous poser la question. Les gens qui accueillent là, dans les résidences un chien de compagnie, tout ça, est-ce que c'est une obligation de déclarer à la mairie, ou je sais pas, dans un service, est-ce qu'il y a une obligation? Alors, pour les chiens de catégorie 1 et 2, c'est le cas, c'est une obligation, mais il y en a très peu en fait qui déclarent leurs chiens de catégorie 1 et 2. Mais pour les autres chiens, non, ça n'est pas le cas. Alors, nos amis calédoniens, eux, ont inventé d'autres systèmes. On a été visiter l'année dernière la commune d'Umbea, où ils obligent en fait tous les propriétaires de chiens à venir déclarer en fait leurs chiens. Voilà. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il va falloir qu'on importe ici, pour qu'on puisse petit à petit avoir une meilleure connaissance. Alors il va y avoir l'identification, mais déjà si les gens viennent en mairie pour déclarer leurs chiens, ça va vraiment nous aider à mieux dimensionner aussi ce qu'on va devoir gérer par rapport à leurs chiens, quoi. Donc effectivement, c'est une question très intéressante. Alors, si je vous pose cette question, parce que là, il ne s'agit pas des gros chiens, hein, c'est les petits. Parce que les gens aiment bien avoir dans leur appartement des petits chiens. Le problème, c'est qu'ils ne s'en occupent pas. Il faut les nettoyer et tout ça. Ce n'est pas seulement donner à manger, donner de l'eau. Il faut les doucher, qu'ils soient propres, et les sortir de temps en temps de la résidence pour les balader. Oh, ça approche un peu la maltraitance, sauf que c'est des petits chiens. C'est pour ça que je vous pose la question. Donc, je conclus qu'il n'y a aucune réglementation. Je pense que la meilleure des choses, la priorité, c'est peut-être mettre déjà un texte pour obliger les gens à déclarer. Ce n'est pas simplement aller dans la presse et déclarer, il faut déclarer ci et ça. Parce qu'on parle catégorie 1, catégorie 2. La plupart des gens ne savent même pas qu'est-ce que c'est catégorie 1, catégorie 2. Alors, tout le monde parle, mais on ne sait pas. Et là, je pense que la priorité des priorités, c'est de mettre en place des structures par une réglementation, par exemple. Faire une proposition. Et après, pas seulement mettre une réglementation, il faut un suivi. Parce que si vous mettez une réglementation et qu'il n'y a pas de suivi, ce n'est pas la peine. Il vaut mieux laisser tomber. Parce que si vous mettez un texte pour mettre un texte et que pas derrière, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de coercition, laisse tomber, vous perdez du temps. Dans 20 ans, on en reparlera encore. Voilà, c'est pour ça que je pose la question. Parce que pour aller plus vite, c'est ça. Après, il ne faut pas s'inventer des choses. Il faut mettre une structure en place et dire, on va commencer par là. Et après, petit à petit, on va y arriver. Parce que là, à chaque fois, Paulier disait tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont morts aussi, hein, par des morsures et tout ça. Et on est toujours... À ce moment-là, tout le monde parle. Hein, et après, c'est fini. Et ça devient... Disons, on s'est installé sur ces pratiques et on en parle peu. Voilà, c'est pour ça que je pose la question, parce qu'on parle des chiens errants, mais il ne faut pas oublier non plus que dans les résidences, il y a des chiens qui sont accueillis, les petits, parce que ça fait plaisir à certaines personnes, mais ils ne s'en occupent pas. Voilà. Je vous remercie. Alors, il y a deux sujets intéressants dans votre intervention.
Donc il y a le sujet effectivement de la déclaration. Alors, nos amis de MBA en fait avaient été encore plus loin, c'est-à-dire qu'ils soumettaient à une taxe la déclaration. Donc ça leur permettait d'avoir quelques recettes complémentaires, mais ça avait été jugé illégal. Hein. Voilà, bref, ils sont en train aussi de créer quelque chose d'original de leur côté. Le deuxième sujet que vous évoquiez, en fait, c'est le comportement des chiens. En fait, souvent, les gens méconnaissent en fait les besoins de leurs chiens, qui diffèrent en fait d'une race à l'autre ou d'un mélange de race à l'autre. Et c'est pour ça que je disais tantôt, en fait, nous, on porte beaucoup d'attention à analyser le comportement de nos chiens pour que les adoptions soient réussies. Et effectivement, si les gens connaissaient les besoins de leurs chiens, peut-être qu'ils adopteraient un chien différent parce que tel chien est plus pépère qu'un autre, tel chien est beaucoup plus dynamique. Parce qu'il y a des chiens qui nécessitent énormément d'exercice. Et donc, des gens les adoptent et les laissent à la maison attachés, quoi. Et donc, ça ne correspond pas aux besoins du chien. Et c'est compliqué, donc le chien va souffrir, va aboyer, voilà. Donc c'est tous ces sujets-là qu'on va aborder, nous, sur les années à venir. C'est ces sujets-là qu'on souhaite porter à la connaissance des gens, de façon à ce qu'il y ait, en fait, il y ait une adoption de chiens réussie, tout simplement. Merci bien. Je pense qu'on aura une dernière question avec Maximilien. Yorana Tfarereira, Maruru. Maruru ya auto trawera te tapura hipa no paea no puna awia. Te hapera mātou I muri nei toro ara atu I pori nei tia ni ai auto. E toru I rā tāu e piti o parohi mai ho e nā maiana, ho e nā makario. Te ui rā rā tāhi nā are ui o tau. Te mana pei no te imu hipa, te mana. Paro o te arua, te mana no te tāmana. No te whaotira I roto I tōna oire. Tō mātou whiwhi, Wai te mātou te mana tio atu mō tāwana, ai tera mātou I parauture I rātou e whaohipa tō mana. E ai tato o rātou hina aro I parauhia rātou e whaohipa. E tia o no te maumutu. Parau no te uri o mātou e whiwhi toa. E re rā te whiwhi mi o tō, mi o tātou I teiti nei, e neho e ahuru whiwhi. Te weira rā tera whiwhi, te rei rā te uri I roto I te teimu utu awhare, warahai atu te uri I te tātai e whaea rei roto. E whiwhi tera. No te mea te wera mo uri e mahia e hana e tua. E parau nei tua e mo tāwana e mana tara no oi. E tau ai o hipa hapo o te uri. E mana hoi tara no te tāwana. Ho e nai tāwana tā I te tā e tu ia auto no tēnei, a piti ahuru te hapa mo tai ti tēnei. Te roe na hei a te hoi whaotira no te mo uri no pira. Hoi mahana I tāu heira rahipa, te ono e oe mo whaotira e whaotia, te I tēne o hoi whaotira no tāwana o pira e te reo mtaiti, apiti haru mapai mtaiti, nā ora e mo uri ato e hare nā pai tātai, te porotoro e papai tō, ai te oto I te ha, pai tātai. Pero ai, tamupa e te me porohea, miso, tamupa e hapa e one hohoni. Te ara tu I tā ite, e tā me te imhana, e tā me e tā autou mo whanhora no paea e no puna awia. E hamono ora anō. Me tano I whahare I a rātou te mo parau e, mea mā, o tō te mo tāwana, te autora te mana. Whaotira, e re tia mātou. Mātou, one, ai taho e mana tō mātou, parau tia autou e, pere te tēni, veine, e roe tātou I tera whaotira, ai taho e. Te atu mo tāwana ara te whaotira. Te a rātou e tā rātou apurai, re te di. Te autora I paea, maruru I whaotira, autou I mo whaotira, e turu I te e, tāti rā tāutu e piti oire. Me tano tō ora te toe o teiti nei whaau atu I roto, ore rai hamau I tā rato, mai te pēo ai te oto e awhoro poritita. Whanho tu I tā rato, ia whanho ra, ia pē whahua whanho no. Te piti o te mana, ere hoi ahuru hi ora, te imhana te tauira te hi ora te mōnu nā, ni hoi te parau no te uri. Ai tu e tua tapapa te parau no te taura e tāmura e te mo opu whetini e te mo uri, paro tā tō tam, parau na hea. Te weira te rā whiwhi. E te weira rā te whiwhi o te iora hia mai. Ai te tātai parau o nei mi aro ai mai taimei e teimei, te amura tātou I te uri. No te mea tei awo, no te mea hamohia te uri, no te ture no te uri. I hei amu. O e ahuru e te honua. Hamohia I hei amuhia. Mai te pēpo e ni hau hoi whenua. E ai tātua e in ei tra teime e uri, mena whea. A oi trai poro reiko.
Mena whea. Hoi mahana, matai te tautini e wahana rewa ohuru mātoru, waroa to uriri rei, mātou i roto i te vero. Poro sekolon pa ia, mina sakataratua. Whanora o e rtu i te ratio, na ora pa i tā mātou ratio e vero rei tō tātou tupui o e hana e tu e tara mai tātou me, te horo ane te e wahine Brigitte Bardot i te moni tāra hoi manurewa, a hoi te maana te uri i hure here here tue. Ai tu e poro re hamoni no tātou i te ra. E o mātou i ni te mutu, ai ta hoe mea i toe mai. Ui te o tō ahu i toe mai ni au, trano hai ni au, e tō usili pi tiara tue. O ni au e te motu no ana i te motu i tō tini wahanere o hori mātoru, te parau no te vero. I hapa o tātou i te uri, hapa o tō i te tāta. I whaho i rā tātou i te uhipa, i ni ai te whia, te ia rato te mana, no te rau i rai te rira mo tāpura uhipa. I hei ni ai mātou. Maruru rai tā rama ia. Te i tāwara aparo tā tātou. Tau mona hopea preteni. Te pai, te uhoro i tā autou prospectus, parau ha mara. No ni hei tra parau no te whaarehura ai te uri, mo animara. Incineration, ui te hoi tu. Whaarehura. Po parau hura mātou i unei nā mtaiti mai rehane, te parau no te whaarehura ai te tino tāta. Ai te mātou i manu i ai te whahare rāti o e protu e aroe. O tō manu i o tō ni e te uri, whaite me o tō i a mātou me nā whera. Te parau no te incineration para animara. Te ui rā tā hina are ui o tō, e uri tō tā ui te whare para te mori, mo mera rei, e te harera rātou i te tau hope o tō rātou rā. E whea moni a whaina e tu ia o tō no te incinere. Maruru i wharora mai. Je vais répondre à la dernière question, mais effectivement, hein, alors ça rejoint un peu les questionnements de Teiki tout à l'heure, hein, sur la manière dont on a peut-être l'impression qu'on privilégie les animaux aux personnes. En fait, c'est pas le cas. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas. C'est même pas qu'on essaie de rattraper le retard. C'est que nous, notre sentiment, c'est que si on ne le fait pas, en fait, c'est nous qui allons en subir les conséquences. C'est pour ça que c'est important de mettre les moyens de le faire. On n'oppose pas en fait les humains aux animaux. C'est complémentaire en fait. Hein, voilà. Après, sur l'incinération en fait, de nos chiens, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose, hein, pour nous les humains. Et je pense que ça évolue, hein, dans les mentalités, et que bientôt on aura un incinérateur pour les êtres humains. Alors c'est aussi exceptionnel qu'une fourrière puisse disposer d'un tel outil, hein, parce qu'en fait, en France, par exemple, ou ailleurs dans le monde, les fourrières font que la fourrière. Et ensuite, il y a soit des structures publiques, soit des entreprises privées qui font de l'incinération. Donc les élus ont eu l'idée de regrouper la fourrière et l'incinérateur pour pouvoir gérer ce qu'on considère comme être un déchet. Une fois que le chien est décédé ou euthanasié, ça permet d'éliminer, hein, leur cadavre de façon propre. Et c'est un outil vraiment utile parce que là, on a quand même pas mal de chiens qui sont ramassés au bord de route, hein, qui atterrissent chez nous. Et donc, ça permet pour les tavernas d'assumer leurs compétences en matière d'hygiène et de salubrité publique. Hein. Moi, j'étais directeur des services techniques. Comme dans la plupart des services techniques, on va avec le case, on ramasse le cadavre et on trouve un endroit pour l'enterrer. Mais même ça, hein, c'est pas très, on va dire, salubre. Parce que la décomposition d'un cadavre d'animaux ou d'êtres humains, en fait, ça génère des molécules toxiques. C'est pour ça qu'il y a des contraintes, hein, dans notre code de l'environnement sur les conditions, hein, pour enterrer les gens ou les animaux. Après, par rapport au coût de l'incinération, on a un tarif forfaitaire en fait qu'on va réviser parce que là, en fait, on l'utilise pas tous les jours comme le font les entreprises, hein, qui sont spécialisées en matière d'incinération, qui est pas très élevé, qui est de 12 000, que ce soit un chat ou 12 000, ouais. Et le vrai coût est de 50 000. Voilà, hein. Parce que quand on incinère en fait un cadavre, nous on garantit qu'on incinère qu'un seul cadavre d'animal.
Alors il y a un autre incinérateur qui existe pour incinérer les cadavres d'animaux, c'est un prestataire, c'est Monsieur Stein qui habite à Papara, qui l'a fabriqué de façon artisanale. Il a fait un grand four à pizza et il a une capacité plus importante d'incinération. Donc lui, il peut aller jusqu'à 300 kg. Nous, on peut incinérer que 50 kg de cadavres d'animaux. Et donc, alors lui, il met tout d'un coup. Après, ce qu'il donne comme cendre, il garantit aussi que ce sont les cendres du chien que tu lui as confié, du cadavre de ton chien. Mais je ne suis pas certain, parce que quand on incinère, les cendres se mélangent. Voilà. Donc, voilà. Si un jour vous avez un animal qui est décédé dans vos familles, venez chez nous. On est très respectueux de l'animal et on va faire les choses bien et on va vous restituer les cendres pour que vous puissiez après soit les garder à la maison, comme le fait Tania, notre élue délégataire de la commune de Punavia. Elle a dans des urnes en fait tous les chiens qu'elle a eu à garder chez elle, quoi. Voilà. Excusez-moi, tu dis on peut venir, bon c'est à 12 000, vous allez vérifier ta auto-muni Hamarania, les horaires, c'est 7 sur 7 ou... Enfin, je veux dire les jours et les horaires. Alors effectivement, on travaille 7 jours sur 7, puisqu'il faut bien s'occuper des chiens tous les jours. Alors on a aussi, c'est bien aussi cette question, parce que je crois qu'on est un des seuls services publics ouverts de 7h du matin à 17h le soir, parce qu'on utilise aussi les marges de manœuvre que nous permettent la fonction publique communale. Et on peut donner des rendez-vous pour les adoptions, pour les visites de fourrière le week-end. On est ouvert à ça, mais il faut prendre rendez-vous, parce que nous, il faut qu'on s'organise derrière pour gérer les horaires de nos agents. Mais pour les incinérations, c'est quand on a... En fait, quand c'est des incinérations comme ça d'un particulier, ponctuel, il faut qu'on voit en fonction de notre plan de charge, mais ça peut être n'importe quand. Les autres incinérations, des cadavres d'animaux qu'on reçoit, alors on a un contrat, on est en train de développer une activité commerciale aussi pour pouvoir rentabiliser, et ça pourrait être très rentable, en fait, à terme, ça pourrait même financer le reste. Technival est venu déjà nous rencontrer pour nous louer l'incinérateur et faire de l'incinération à côté. Donc on sait que ça peut être très bénéfique mais on a déjà fort à faire avec l'activité principale de la fourrière. Pour l'instant, on n'a pas encore développé tant que ça l'activité commerciale, mais là on a un contrat avec la mairie de Fa'a, puisqu'ils préfèrent aussi, eux, ne plus passer par le prestataire qui est à Papara parce qu'il n'est pas aux normes, tout simplement. Il n'a pas d'agrément non plus. Il n'a pas notamment d'arrêté au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, ce qui est notre cas. Et donc Fa'a est en train de se remettre dans le bon ordre de marche, et c'est pour ça qu'ils préfèrent fonctionner avec nous. Et puis nous, on s'est mis aussi à un niveau de tarif qui ne concurrence pas Monsieur Stein. Voilà. Et lui voit d'un très bon œil en fait qu'on puisse le faire aussi, parce qu'il approche de la retraite, il va bientôt arrêter son activité. Voilà. Et là, je vais devoir faire des calculs pour réajuster les tarifs. Alors quand je vous dis, par exemple, c'est pas forcément à la baisse, mais alors je suis en formation sur la tarification des services publics là, en ce moment, et c'est justement pour avoir les outils nécessaires pour définir la bonne tarification, pour qu'on puisse avoir des tarifs raisonnables aussi pour nos administrés, et de façon, l'idée c'est de garder en fait ce tarif de 12 000 francs, même si ça coûte en réalité 50 000. Donc là on fait de la péréquation en fait déjà, mais je voudrais que ça soit vraiment ajusté par rapport à notre coût de revient. Voilà, donc je suis en train de travailler là-dessus. Voilà, merci bien. Oui, Harmeun etra nira matamo tao, ni ture. Tiroto ho mato te ferurira, ha te ture mai te, ha nene ha mau, roto ho oire. Inia ho atramo utu fare, faamu nei ahuru ti hapa animara. Wo furiu matou nene anei tautia. Me pau pa animara, toru animara, I roto pe te hoe o tua whare. Ere me ohi, no te mea, tano toa wheruri, tramo animara, me te pau pe whaotia tātou pa animara, hapa ia te trarehera animara tā rātou whaamu nei, te teipa mapura. Hare rātou hia. Hai rātou wharu hai rātou pāparo. Norea me
Tano hoa I wheruri me te nā mua e hamo ho e ture I roto to oire no tramo whiwhi wharerehi ara no te pai no te uri overe. Trai. Voilà, merci encore, Teddy Moitia Motedi, pour votre présentation de ce matin. Je pense qu'avec les questions, merci aux membres, merci beaucoup.